C'est parfait, c'est bon, c'est parti. Ok, je remets mon PowerPoint. Donc voilà, merci d'être présent aujourd'hui pour la présentation de l'ouvrage La promotion de la santé au prisme du genre. C'est un ouvrage qui se divise en deux parties, où il y a toute une première partie qui est théorique, qui explique en fait les différents concepts de genre, de promotion de la santé et l'articulation entre les deux. Et une seconde partie qui, elle, est plus basée sur la mise en pratique d'approches genrées dans la promotion de la santé. Ensuite, le livre continue sur plusieurs recommandations. J'en énumérerai quelques-unes. Mais avant de poursuivre, je voulais survoler rapidement qui étaient les auteurs et les autrices de cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage où il y a eu une grande collaboration aussi, hormis ces trois personnes-là, mais au moins on a un peu en tête qui a écrit ce livre-ci. Donc, ce sont des sociologues et anthropologues, dont deux d'entre eux, donc Jean-Yves Le Tallec et Sylvie Tomolio, ont été ou sont enseignants dans des masters, notamment dans des masters qui enseignent des cours sur le genre. Également, Jean-Yves Le Tallec et Daniel Autier ont été et le sont actifs encore dans le secteur associatif et notamment en lien avec l'association FRIS. Je fais un point dessus, mais je reviendrai après, vous comprendrez pourquoi, où Jean-Yves Le Tallec est administrateur et Daniel Autier cofondatrice. Et je voulais aussi relever le fait que Sylvie Tomolio est responsable du centre de ressources Point G. C'est un centre de ressources situé dans la bibliothèque municipale de Lyon qui veut rassembler plein de ressources documentaires sur le genre. Donc, c'est pas du tout une présentation exhaustive, mais comme ça, vous avez un peu en tête qui sont les auteurs et les autrices. Avant de poursuivre un petit peu plus loin, je voulais faire une légère digression pour un peu poser le contexte belge par rapport à la prise en compte du genre dans la promotion de la santé. Donc pour ça, je me suis intéressée au plan de promotion de la santé. Donc d'abord celui propre à la région Bruxelles-Capitale. Et c'est assez intéressant parce que, enfin, déjà pour recontextualiser, ce plan, en fait, veut répondre aux besoins de la population d'un point de vue régional et également créer de la cohérence parmi les politiques de santé. Et donc, pour cela, il y a plusieurs points structurants à l'intérieur de ce plan, dont la prise en compte du genre. Et je trouve qu'il y a une approche, une description du genre et des potentielles inégalités, des impacts négatifs du genre sur la santé qui sont bien expliqués. Donc, comme c'est un peu mis dans l'encadré, donc il peut avoir des impacts négatifs tant d'un point de vue matériel, budgétaire, mais aussi sur la santé. Je me suis aussi rapidement intéressée au plan de promotion de la santé propre à la région wallonne, qui donc parle aussi du genre, donc pas d'un point de vue de principe structurant, mais plutôt comme une sorte d'objectif transversal. En fait, ce plan-là, il a plusieurs axes d'action. Par exemple, juste à titre d'exemple, ça peut être l'activité physique, l'alimentation, et en fait, comment le genre est pris à travers ces axes-là, quoi. Et ce plan aussi se comprend en synergie avec d'autres plans qui intègrent aussi le genre, donc le plan genre, le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc voilà pour ma petite digression, et donc j'en reviens à l'ouvrage. Donc, c'est un livre qui est le fruit d'une recherche-action. Une recherche-action, ça se comprend comme une démarche scientifique qui veut à la fois développer des connaissances sur une situation, un phénomène, et sur cette même situation ou phénomène, développer ou améliorer les pratiques existantes. Donc, cette recherche-action, elle a été lancée en France en 2009-2010 avec l'objectif suivant, la formulation de recommandations sur la formation des professionnels du secteur de la promotion de la santé pour améliorer l'intégration des approches genrées dans les activités de promotion de la santé. Et donc, pour répondre à cet objectif-là, euh, il y a une méthodologie spécifique qui a été imaginée un peu en trois étapes. Donc brièvement, il y a un panel, enfin, il y a des participants qui ont été rassemblés. Donc ces participants regroupaient des intervenants de terrain, des responsables politiques, des chercheurs, qui ont discuté ensemble au travers de plusieurs ateliers, qui ont discuté et qui ont constitué peu à peu des recommandations. Donc ça a créé en fait, un document avec des recommandations. Ce document, il a été mis dans les mains
par la suite d'un comité scientifique qui l'a révisé, qui l'a annoté, et ça a fait une nouvelle version de ce document qui a été mis dans les mains d'un panel de participants. Et qui ont permis, ce panel a permis d'obtenir la version finale de ce document qui a donné lieu au livre que je vous décris aujourd'hui. Je fais aussi un petit point sur l'association FRIS, donc Femmes, Réduction des risques et sexualité, dont j'ai parlé auparavant. Et en fait, cette association, même s'il y en a eu d'autres qui ont été impliquées dans cette recherche-action, FRIS a été on peut considérer comme une pierre angulaire de par déjà, avant la recherche-action, ils menaient déjà des actions, donc des formations notamment dans le domaine du genre et de la promotion de la santé, notamment en suivant le principe de l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, brièvement, ça se comprend en regroupant des personnes, donc des usagers, des usagères, des personnes politiques, des chercheurs, différents intervenants de terrain, donc de les rassembler et de les mettre sur un pied d'égalité pour, par exemple, discuter d'un sujet et justement remettre des recommandations. Donc en fait, cette association, elle était à la fois dans le champ d'activité et aussi avait une manière de fonctionner qui a permis d'enrichir cette recherche-action. Donc, je poursuis avec la partie 1 qui se veut un peu plus théorique. Donc, c'est cette partie, elle nous permet de bien comprendre la différence entre le sexe et le genre, qui sont parfois deux termes qui sont intervertis, alors qu'ils veulent vraiment bien dire, qui recouvrent vraiment des réalités différentes. Donc, le sexe, lui, il se réfère à des caractéristiques biologiques, alors que le genre, lui, il se réfère à des catégories sociales. Il y a des catégories sociales auxquelles on prête des attributs. Euh, et notamment, donc, ce terme renvoie au fait qu'on va créer des différences entre femmes et hommes, on va leur donner des statuts, des qualités, des aptitudes, des goûts différenciés en fonction de ces catégories. Là, je donne des exemples très binaires, donc homme-femme, juste par simplification pour l'explication. Euh, Donc voilà, donc ce sont des catégories sociales construites, d'où la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. C'est aussi un genre, pardon, le genre, c'est aussi un terme qui est polysémique, donc qui a plusieurs sens. Il n'existe pas une unique définition du genre, il n'y a pas une définition consensuelle. C'est pour ça que c'est assez important lorsque on veut parler du genre de manière collective, de se questionner les uns les autres et soi-même en fait, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ce terme-ci? Le genre également inclut des injonctions. Il y a une citation assez intéressante dans le livre pour illustrer ça, du coup, je vais vous la lire. Donc, les normes du genre nous obligent toutes et tous à devenir homme ou femme, c'est-à-dire à marcher comme ci, à parler comme ça, à préférer telle couleur, tel plat, tel partenaire sexuel, bref, à toujours faire en sorte d'avoir l'air d'être ce que nous sommes supposés d'être naturellement. Donc, on a bien la notion de construction sociale et pas d'ordre naturel. Le genre aussi, c'est un terme qui est dynamique. Le sens qu'on lui prête peut évoluer, mais aussi les attributs en fait qu'on va donner à un homme ou une femme, par exemple, va évoluer d'une société à une autre. On peut imaginer facilement qu'on ne prête pas les mêmes attributs à une femme dans une société, par exemple, orientale ou occidentale, mais également au sein d'une même société dans le temps. Par exemple, si on reste sur notre société occidentale, on peut facilement imaginer qu'on ne prêtait pas les mêmes attributs, on n'a pas les mêmes attentes envers une femme actuellement au XXIe siècle qu'au XVe siècle, par exemple. Également, les stéréotypes genrés sont dangereux pour la santé. Et pour expliquer ça, j'ai un exemple qui traite de la consommation d'alcool. En fait, de manière stéréotypée, on va souvent accoler l'étiquette d'alcoolisme à une femme qui consomme de l'alcool, beaucoup d'alcool. Tandis qu'un homme, pour une consommation qui peut là être problématique, enfin, du coup pour la femme on va pathologiser et pour l'homme on va plutôt socialiser. On va plutôt dire bah, c'est quelqu'un qui sait bien vivre, c'est quelqu'un qui s'amuse, alors qu'en fait ça peut être dangereux dans le sens où c'est quelqu'un qui va pas être sensibilisé ou pas suffisamment au risque que la consommation peut engendrer et ça peut être aussi quelqu'un qui va tarder peut-être à avoir une prise en charge adaptée.
Également, ce que je voulais souligner, c'est que là, je me suis vraiment attelée à expliquer la différence entre sexe et genre, mais le livre va un peu plus loin. Là, par exemple, j'affiche d'autres termes qui sont un peu plus définis, donc comme le sexe social, les rapports sociaux de sexe ou la sexospécificité. Donc, il y a de multiples définitions qui sont amenées, les controverses aussi que ça peut engendrer. Mais juste pour une simplification, là, on a tous la même base entre la différence entre sexe et genre et ça va faciliter la suite de la présentation. Donc également dans cette partie 1 qui est une explication théorique, on a une explication de la promotion de la santé. Et moi, je voulais faire un petit focus sur les différents jalons historiques qui nous permettent de comprendre bah, d'où l'on vient et vers où on va dans la prise en compte du genre au sein de la santé. Donc j'ai fait deux catégories, les mouvements sociaux et les changements institutionnels. C'est absolument pas des listes exhaustives. Il faut aussi imaginer qu'il y a pu avoir des interactions entre les deux. Donc en 1960, il y a eu la deuxième vague de féminisme qui était un mouvement où les femmes voulaient exprimer leur autonomie et leur capacité d'agir sur les questions qui concernaient leur propre santé et notamment leur corps. Également, dans les années 90, il y a eu de multiples mouvements pour la santé des personnes migrantes, trans et prostituées. Du côté des changements institutionnels, en 1995, il y a eu la quatrième conférence mondiale sur les femmes, conférence organisée par les Nations Unies, qui voulait mettre en avant la prise en compte de l'égalité des sexes dans l'ensemble des politiques. Également, en 2008, il y a 66 pays des Nations Unies qui déclaraient le principe de non-discrimination comme devant s'appliquer dans tous les dispositifs publics et qui s'applique aussi de la même manière à chaque individu, peu importe l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Cependant, il n'y a rien de coercitif là-dedans. Les pays se sont engagés comme une sorte d'objectif à long terme, mais il n'y avait rien d'obligatoire. Pour continuer sur la promotion de la santé, donc, je voulais amener, enfin, tout simplement, donc, la santé, elle est influencée par des déterminants. Elle est influencée positivement, négativement, en fonction de différents déterminants qu'on peut retrouver sur ce schéma. Il faut savoir que cette répartition des déterminants, elle est différente d'un individu à un autre. Par exemple, si je prends, si je prends le niveau éducation, le milieu de travail, chômage, donc plutôt des déterminants sur les conditions de vie, le travail, mais on ne sera pas tous impactés, ça n'impactera pas notre santé de la même manière en fonction de notre emploi, si on travaille plutôt dans un travail manuel, plutôt dans un endroit où on est assis dans un bureau toute la journée, si on fait plus ou moins du sport, en fonction du lieu où on habite, tout ça, ça impacte différemment notre santé. Et il faut comprendre aussi que le genre, eh ben, il fait partie de ces déterminants de la santé. Donc le genre va impacter d'une certaine façon notre santé de manière positive et négative. Et en fait, là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un schéma qu'on utilise beaucoup en promotion de la santé pour illustrer ces déterminants, mais on ne retrouve pas le genre. On peut regarder, mais on ne le retrouve pas. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que suite à ça, donc là, c'est un schéma de 1991. En 2007, il y a un autre schéma qui illustre aussi les déterminants sociaux de la santé, qui a été créé. Donc à la base, il était en anglais, ce modèle-ci. Et donc, on retrouvait le terme gender, qui veut dire genre si on le traduit en français. Cependant, lors de sa première traduction en français, dans ce modèle-là, on ne trouvait pas genre comme on peut le voir sur l'écran, mais on trouvait sexe. Donc on voit que là aussi, bah, il y a eu, ou il y a peut-être encore maintenant, des inversions entre les deux termes. Donc dans l'ouvrage, ils ont rechangé et ils ont mis le terme genre. Et on voit qu'ici, il est considéré comme un déterminant structurel et non pas individuel. Et aussi pour illustrer l'importance que le genre peut avoir sur notre santé, je me suis inspirée d'un extrait du livre, mais il est français, donc du coup j'ai un peu changé les chiffres pour voir un peu comment ça se passait en Belgique. Et donc pour vous donner un exemple, donc l'espérance de vie dépend du sexe entre hommes et femmes. Donc en 2024, l'espérance de vie à la naissance d'une femme était de 84 ans, quand à un homme, elle était de 80 ans.
Donc une femme vit plus longtemps, mais aussi d'autres chiffres qui là datent de 2018 montrent que les femmes vivent plus longtemps, mais avec plus d'incapacités. Donc il y a aussi toute cette notion qui est intéressante à prendre, et aussi en interaction avec la classe socio-économique, la racialisation, l'accès aux soins. Voilà. Donc voilà pour le petit point sur la partie théorique de la promotion de la santé. Et je vais poursuivre avec la partie pratique, sur la mise en pratique du genre dans la promotion de la santé. Et l'ouvrage, il invite dans un premier temps à se questionner sur nos structures, comment le genre se traduit dans nos structures. Et dans un deuxième temps, s'intéresser à comment ça se traduit, quel effet, quel impact ça a dans nos activités avec d'autres publics. Quand je parle de structure, c'est très large, structure de toute taille, administration, entreprise, association. Mais là, ce qui est mis en avant aussi, surtout, c'est la nécessité de parler du genre de manière collective. Comme je l'ai dit en introduction, il n'y a pas de définition consensuelle. Il est important de savoir qu'est-ce que nous, on comprend à travers le terme genre, qu'est-ce que les autres comprennent et comment ça va se traduire dans notre structure. Et pour cela, le livre propose une démarche en 7 étapes. Alors, je vais aller assez rapidement dessus, mais dans le livre, ils expliquent bien plus qu'est-ce que c'est chacune de ces étapes. Donc, la première, c'est prendre l'initiative, donc faire l'effort de s'interroger sur cette thématique-ci en collectant des données. Et en fait, la collecte de données, elle peut être très large au sein de la structure. Avec un exemple très stéréotypé, on peut imaginer que c'est s'intéresser à comment les tâches sont réparties. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui prennent les décisions? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui rédigent un PV de réunion, qui envoient des rappels? Ce genre d'informations-là sont à prendre en compte. Et ensuite, une fois que ces données sont collectées, le but, c'est de les analyser et d'analyser leurs effets, de diffuser ces résultats-là et en fonction de ces résultats, se demander quelles mesures prendre pour, pour améliorer, voir où est-ce qu'il y a des marges d'amélioration. Et une fois que ces mesures sont mises en œuvre, les évaluer. Et ensuite, le livre propose une 7e étape qui est de mettre en œuvre un plan de formation. Et l'ouvrage appuie vraiment de manière assez importante là-dessus sur l'importance de la formation comme entre guillemets, un détour nécessaire pour faire évoluer les mentalités, les idées préconçues et les stéréotypes. Il faut savoir que les rapports de genre sont profondément ancrés dans nos structures et que faire évoluer les représentations et les pratiques demandent du temps, de l'énergie et de la conviction. Il y avait une petite limite qui était apportée à ça. Donc, dans le livre qui date de 2019, donc ça a potentiellement évolué depuis, mais il soulevait le fait qu'il y avait beaucoup de formations qui abordaient le genre de manière très binaire, donc sous le prisme de l'homme ou de la femme, sans forcément prendre en compte la non-binarité, par exemple. Donc voilà sur les questionnements qu'on peut avoir sur sa structure. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se questionner sur nos activités, nos activités de promotion de la santé. Donc, l'ouvrage propose une grille avec 4 grandes parties. Donc, la première est sur la structure qui va porter le projet. La seconde, c'est sur le contexte du projet. La troisième, c'est sur les dimensions opérationnelles du projet, donc la mise en œuvre en fait du projet. Et enfin, sur la population population cible qui est la cible du projet. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai mis des extraits des tableaux. Vous voyez, ça commence à partir du point 3 pour la structure porteuse du projet. Mais c'est juste, voilà, à titre d'exemple. En fait, on a des objectifs et ensuite, on a des colonnes. Et la première colonne, alors, je crois que si je bouge la souris, peut-être qu'on voit. Oui. Donc, cette colonne-ci, elle correspond au fait que l'objectif a été complètement atteint. La deuxième colonne, c'est partiellement atteint et la troisième, pas du tout. Et en fait, il faut prendre cette grille-là comme une sorte d'outil visuel qui permet de se positionner et de prioriser les objectifs qui sont partiellement ou pas du tout atteints. Donc là, par exemple, dans les objectifs, pour la première sous-partie, on a le genre fait l'objet de réflexions, de débats collectifs au sein de la structure. Ou encore, la structure partage une approche commune du genre.
Dans la deuxième sous-partie, qui est le contexte du projet, on a par exemple un objectif qui est l'analyse des besoins, tient compte de la hiérarchisation sexuée du social et des stéréotypes. Euh, donc ça, c'est ce que j'expliquais avec atteint partiellement ou pas du tout atteint. Là, dans la troisième partie, donc qui est les dimensions opérationnelles du projet, on a des objectifs comme le genre est mobilisé comme un déterminant structurel et pas seulement individuel des inégalités sociales de santé. Atteint, partiellement, pas du tout. Et pareil pour la quatrième sous-partie qui parle de la population cible. Donc voilà ce que propose l'ouvrage. Et donc les points clés que j'aimerais amener en conclusion, c'est que le... En fait, le livre a vraiment une approche pédagogique pour comprendre qu'est-ce que c'est le genre, les différentes définitions qu'on peut donner avec plein d'exemples. Donc, on nous prend un peu par la main pour nous expliquer que ce concept-là est facilement compréhensible. Que le genre aussi, il est structurant, il structure nos activités, nos façons de penser, et des fois, il en découle certaines hiérarchies de pouvoir entre les individus. Donc, il nous amène à être attentifs à ça. Euh, Comme troisième point de conclusion aussi, ce livre nous explique que ben, le genre n'était pas forcément présent dans les textes fondateurs, même si on voit une évolution notamment avec les plans de promotion de la santé que je vous ai présentés. Avec là, on voit clairement une prise en compte de la notion de genre. Donc, il y a une évolution positive et en tout cas, on voit que le genre a toute sa place dans nos plans, dans les politiques et dans nos actions. Également, je voulais vous présenter quelques ressources. Ah oui, non, j'ai un petit peu trop vite. Il y avait les conclusions, pardon. Donc, comme je l'ai dit, initialement, cet ouvrage est le fruit d'une recherche-action qui cherchait à établir quelques recommandations. Enfin, elles sont quand même nombreuses, mais moi, je vais vous en présenter que quelques-unes de manière assez arbitraire, mais c'est celle voilà, qui me donnait envie de vous les présenter. Donc, par exemple, ici, on a identifié des personnes ressources en mesure de proposer un partage de connaissances sur le genre. Donc, pour rappel, c'est des recommandations qui sont à destination des professionnels de la promotion de la santé. On a aussi partagé collectivement, critiqué collectivement la place du genre dans ces modèles. C'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec les deux modèles que je vous ai présentés. S'informer sur l'égalité en matière de genre et de santé, tant sur le plan institutionnel que militant. S'approprier le concept de genre individuellement et collectivement. On voit que cette notion de collectif, elle revient très souvent. Faire un effort collectif d'autocritique du projet ou de l'action en cours de promotion de la santé. Et les trois dernières que je voulais vous présenter, que je trouvais intéressantes parce que je trouve qu'on parle souvent peu de ce public-là, enfin de ces publics-là. Promouvoir l'approche genrée en promotion de la santé auprès des professionnels de l'édition, du monde du travail et des professionnels de la communication et des médias. Donc voilà pour les quelques recommandations, mais je vous invite à lire l'ouvrage où elles sont bien plus nombreuses. Et donc, pour terminer, donc en fait, j'ai collecté quelques ressources que je voulais vous partager. Donc, soit des ressources qui viennent directement du livre, ou soit certaines que j'ai collectées, on va dire, dans mes pérégrinations lors de mes recherches. Donc, on a différentes ressources, mais juste pour information, ce que je vous propose, c'est que je ferai un document PDF que je pourrais vous envoyer par mail. Et là, vous aurez directement les liens cliquables, pardon, et vous retrouverez plus facilement les ressources. Donc, la première, c'est l'ouvrage Our Bodies, Ourselves, qui est un peu un ouvrage fondateur dans la deuxième vague du féminisme, qui parle de l'autonomisation des femmes, de la volonté de mettre en avant leur capacité d'agir pour choisir ce qu'elles veulent sur leur santé et aussi être maîtres de leur corps. Euh, 6 vidéos qui ont été faites par l'INSERM sur les clichés sur les clichés en santé basés sur le genre. Je voulais aussi vous proposer un article de Carol Walker sur le genre et la consommation de drogue. Euh, il existe aussi un outil qui s'appelle Genre et promotion de la santé qui a été fait par Le Monde selon les femmes et l'ASBL Femmes et Santé. Nous avons aussi ici une conférence qui est disponible sur YouTube
qui aborde le genre, la crise sanitaire et la santé sexuelle. La crise sanitaire, parce que bah, comme on voit, c'était en 2022, donc c'était le début de la fin de l'épidémie du Covid. Un autre outil de l'ASBL CMEA qui là aborde la mixité entre garçons et filles. Et ensuite, un document thématique de l'ASBL Culture et Santé sur le genre et les inégalités sociales de santé. Donc, c'est un peu une sorte d'arborescence parce que dans ce dossier-là, vous retrouvez ben, plein d'autres ressources sur ces deux thématiques. Et ensuite, ici, j'ai mis des contacts. C'est pas du tout une liste exhaustive, mais ce sont des associations ou des ONG qui bah, soit font de la sensibilisation, des formations, des activités sur les thématiques du genre et de la promotion de la santé. Donc évidemment, on retrouve l'association FRIS, Femmes et Santé ASBL, la Fédération laïque des plannings familiaux, Le Monde selon les femmes, et j'ai mis aussi la Rainbow House que personnellement je considère plus comme un consortium d'associations, mais dans lesquelles on retrouve des associations qui s'intéressent aux thématiques liées à la diversité sexuelle, aux identités et expressions de genre, à la santé et au bien-être. Et comme cette liste n'est pas du tout exhaustive, bah, peut-être ça pourrait être sympa que dans le chat, vous mettiez des propositions de contact ou même de ressources supplémentaires. Euh, voilà pour l'essentiel des informations que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a intéressé. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Là, on a une vingtaine de minutes. Je suis allée un petit peu plus vite, donc même si on peut même dédier un peu plus de 20 minutes aux questions et réponses. Et voilà, donc je laisse la main, je vais départager mon écran et je vais arrêter aussi l'enregistrement. Et je vais laisser la main à Léa pour modérer les questions. Alors, arrêtez.